Voilà, bah, écoutez, chers amis, l'heure c'est l'heure, et donc on va respecter la ponctualité, j'allais dire, militaire. Voilà. Donc nous allons ouvrir philosophique. Philosophique, c'est un atelier un peu particulier au sein du forum, parce qu'il ne nécessite pas d'avoir des compétences techniques particulières. C'est un lieu où on va réfléchir sur des sujets philosophiques. Alors, c'est un jeu de mots, FIC, Forum in Cyber. C'est un lieu où on va réfléchir sur des sujets, on ne veut pas dire sociétaux, mais des sujets qui nous concernent tous et qui ne nécessitent pas justement une grande compétence technique pour pouvoir les aborder. Alors, merci d'être présent. Merci à vous, madame, avec le lycée Fédère, d'être chaque année fidèle à ce philosophique. Et donc, nous allons pouvoir commencer avec un panel très riche, qui sera sans doute rejoint par notre ami Tariq Krim tout à l'heure, mais Tariq est peut-être encore dans le cloud. Il ne va pas tarder de nous rejoindre. Donc merci à la régie de me présenter le slide avec les différents intervenants. Voilà, vous voyez, c'est une table ronde particulièrement riche. Et je vais demander à chacun, en commençant par Lynn, au bout, de dire en quelques mots qui vous êtes. Voilà, mais vous avez un micro devant vous, c'est mieux, notamment parce que c'est peut-être enregistré. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je suis Lynn Toulotte. Je travaille à la direction cybersécurité du groupe SNCF et j'interviens plus particulièrement au sein des équipes sécurité opérationnelle, donc CERT, SOC, Red Team, tous ceux qui détectent et gèrent les incidents et tous ceux qui sont hackers éthiques. Et voilà, et je fais du pilotage transverse sur ces activités de sécurité opérationnelle. Très bien, merci. Bonjour à tous. Clément. Clément, exactement. Clément Donzel, je suis président de la société Of My Data qui accompagne les dirigeants d'entreprises à sécuriser leur patrimoine informationnel. Et dans ce contexte ici, j'ai pu avoir l'opportunité de réaliser un mémoire dédié à l'ingénierie cognitive et j'étais anciennement directeur des réseaux sociaux chez Microsoft. Donc je vous préviens tout de suite, j'ai un petit biais de confirmation, on parle du cerveau, où je partagerai quelques exemples des réseaux sociaux. On est sur le hack du cerveau en tout cas. Donc voilà, j'espère pouvoir partager ma petite expérience dans ce domaine. Voilà, et merci beaucoup pour cette invitation. Merci Clément. Sandrine. Bonjour, Sandrine Hiller. Je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle eFutura. On travaille avec des acteurs du numérique. On travaille beaucoup dans la normalisation, la réglementation, mais on a aussi l'habitude de beaucoup réfléchir sur les impacts sociétaux du numérique sur la société. Donc, au milieu de tout ça, forcément, on est très attaché à la cyber. Et donc, voilà. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Guy Philippe. Bonjour, Guy Philippe Goldstein, je suis enseignant à l'école de guerre économique, je suis aussi advisor pour PwC Advisory sur le cyber et AI Business Management et à l'occasion je suis aussi auteur de fiction. Émilie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Bonnefoy, je suis présidente et cofondatrice d'Open Sesame qui est un éditeur de logiciels de cybersécurité qui utilise des algorithmes de confiance pour protéger ses clients contre les attaques hybrides dont nous parlerons pendant cette conférence. Et je suis également officier de réserve spécialiste à l'état-major des armées. Je travaille depuis à peu près 3 ans sur ces sujets de sécurité cognitive. Merci. Anthony, qui est modeste, ne dira pas, mais va le dire quand même, qu'il a eu le grand prix de la start-up innovante, donc du Forum in Cyber, remis hier par la ministre. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là. J'allais pas le dire, effectivement. Donc, merci, Général, pour la précision. J'ajoute quand même qu'on est double lauréat du prix de la recherche et du prix coup de cœur. Mais voilà, je suis suffisamment humble pour ne pas le préciser là. Donc, moi, je suis cofondateur et en charge de la stratégie dans une société deep tech française qui s'appelle Label for AI et dont la mission est de neutraliser, en fait, les deepfakes avant qu'ils aient un impact négatif. Donc, deepfake, fraude, arnaque, tout ce qui est boosté à l'IA en issue de la recherche publique. Et Tariq. Tariq, il pensait être 15 minutes en avance et qui est juste en... Non, mais Tariq, c'était pour permettre à Tariq de faire une entrée triomphale. N'est-ce pas ? C'est la garde républicaine qui est en retard. Je crois. Bonjour Tariq Krim. Alors, entrepreneur, je m'intéresse évidemment beaucoup à ces questions. J'ai monté une newsletter qui s'appelle cybernetica.fr, à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner. Et en ce moment, mon sujet de prédilection, c'est tout ce qui est autour de l'autonomie cognitive, c'est-à-dire comment continuer à réfléchir, penser dans un monde où l'intelligence est partout et donc nulle part.
Eh bien, merci. Alors, pourquoi le sujet aujourd'hui ? Vous l'avez remarqué depuis plusieurs années, notamment depuis la loi Godefrein, 1988. D'ailleurs, Jacques Godefrein, son auteur, était présent au forum hier. Depuis 1988, on parle beaucoup de pénétration frauduleuse, de maintien frauduleux dans les systèmes, de modification des données, d'extraction des données. Et malheureusement, c'est toujours d'actualité. Mais on voit quand même de plus en plus les questions de cybersécurité aller sur toutes les couches du cyberespace. Couche physique, il suffit de toute façon de couper l'électricité ou de scier des câbles sous-marins pour que plus rien ne fonctionne. La couche des protocoles, on voit bien ce que ça peut représenter si on nous coupe les accès au DNS, ainsi de suite. La couche logique, c'est donc les affaires de hackers. Et puis arrive la couche cognitive, la couche sémantique, la couche des mots, celle qui porte le sens, le non-sens, le faux sens, le contresens. Et donc là, on voit cette couche prendre de l'importance depuis le début du siècle, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. Bien sûr, les moteurs de recherche avaient commencé avec Google en 1997, mais les réseaux sociaux à partir des années 2005, 2006, 2007. Et progressivement, il y a une production de données qui devient considérable, une production de données qui n'ont aucune importance, des données qui sont très stratégiques au contraire, données à caractère personnel, données qui concernent le secret des affaires, données qui concernent la propriété intellectuelle. Et avec l'intelligence artificielle, ce phénomène prend plus d'importance encore. On voit avec les deepfakes, avec tout ce qu'on peut imaginer comme manipulation, comme utilisation pour faire des algorithmes de recommandation. Bon. Donc, on voit bien que cette question de la couche cognitive est une question qui, à mon avis, sur la question du XXIe siècle. La question, c'est qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce que l'intelligence, et quelle est notre capacité au XXIe siècle de préserver ce qui fait notre libre arbitre, notre liberté de penser, notre liberté d'action. En gros, c'est maîtrisons nos dépendances numériques aussi à titre individuel. Donc, voilà, si vous voulez, la question qui va se poser. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'Anthony est présent, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai évoqué avec mon équipe la question de la couche cognitive, on me disait, oui, c'est très intéressant, mais il n'y a pas d'entreprise derrière. Ça ne correspond pas à des activités entrepreneuriales. Aujourd'hui, c'est clair, il y a un marché nouveau, il y a des entreprises nouvelles. La Belfort AI est là pour en témoigner. C'est qu'en fait, on va de plus en plus voir des solutions techniques qui seront appelées à traiter, nous aider justement à nous protéger dans cette couche sémantique de l'espace numérique. Alors, on va travailler, comme je l'ai dit à nos amis, philosophique, c'est du happening. On ne sait pas d'où on part, mais on sait où on va arriver, ou du moins l'inverse. On sait d'où on part, on ne sait pas où on va arriver. Et je déteste les ateliers en tuyaux d'orgue. Alors, ils parlent, et après on dit, ben, ils ont bien parlé, au revoir. Donc, vous allez bien sûr parler, mais vous pouvez à chaque fois interagir. Et même si quelqu'un dans la salle veut dire quelque chose, vous vous levez et vous dites, voilà ce que je pense. Voilà, c'est un peu l'objectif de philosophique. Bon. Alors, donc on va travailler. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une attaque cognitive? C'est quoi? Bon. Qu'est-ce que c'est que la couche cognitive? Finalement, on attaque quoi? La couche cognitive. Quelles sont les voies et moyens de l'attaque? Comment on procède pour attaquer dans la couche cognitive? Qui sont les prédateurs? Pourquoi? Comment ils le font? Et puis, comment protéger les individus? Et, chose très intéressante, et on le verra d'ailleurs avec Lynn tout à l'heure, c'est comment protéger les défenseurs. Je vous donne simplement un exemple. Vous avez souvent entendu parler de la pédopornographie. Vous savez qu'à Pontoise, il y a une équipe de gendarmes qui récupère toutes les images pédopornographiques récupérées sur les opérations de police judiciaire. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Tous les jours, ils voient des horreurs. Comment protège-t-on ces gens-là par rapport à ce qu'ils voient et qui ne peuvent pas rester insensibles? Donc cette question de protection des défenseurs, mais y compris dans le cadre de la cyberdéfense plus militaire, si je puis dire, du terme, sera un sujet important. Alors, on va ouvrir. Guy-Philippe, Tariq, et chacun d'entre vous peut dire un mot. Finalement, de quoi parle-t-on? Eh bien, merci pour l'introduction.
on parle d'un sujet, la guerre cognitive, pour lequel, et c'est une chance, il n'y a pas de définition claire. Donc voilà, les jeux sont posés. Si j'en prends un document du DoD américain de cette année, clairement, il y a une demande pour avoir un effort pour essayer d'avoir en fait une définition sur ce terme donc dans le cas du DoD de guerre cognitive, qui est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle le multi-domain operations ou d'un point de vue militaire français ici, multi-domaine, multi-champ. Et donc il y a ce champ cognitif. Ben, la réalité, c'est qu'on l'utilise, mais pour l'instant, ni au niveau américain, ni au niveau OTAN, ni même au niveau français, même s'il y a beaucoup de tentatives de définition, il y a une définition établie sur exactement de quoi il en recoupe. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que si je reprends juste une définition pour poser les choses de l'OTAN 2023, en disant que ce n'est pas encore tout à fait abouti, ce qui serait une opération cognitive, avant de parler de guerre cognitive, une opération cognitive, c'est un ensemble d'activités conduites alors, en synchronisation avec les autres instruments de puissance, en disant les termes très militaires, pour affecter attitude et comportement. Ça c'est intéressant, parce qu'attitude, c'est plutôt le raisonnement, et comportement, c'est des choses qui parfois sont pas raisonnées, justement, afin d'influer, protéger ou perturber la cognition, on va beaucoup insister sur ce terme-là, individuel ou d'individu ou d'un groupe, là aussi c'est très intéressant l'aspect social, afin d'obtenir un avantage sur un adversaire. Alors, je pense que le point clé ici, en tout cas là où je centrerai, c'est le terme de cognition. Je note aussi qu'il y avait une note du CDEC français, le Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, qui lui mettait en avant, dans ce que je viens de dire, la dimension évidemment à la fois psychologique. Donc là, on peut agir sur les opinions, les connaissances, les croyances, les valeurs, mais aussi sociales. Et c'est vrai aussi que beaucoup d'entre nous, eh bien, nous formons nos opinions grâce aux gens qui sont autour de nous. Donc l'aspect psychosocial est très important. Deux petits points pour terminer ce début de Posons le débat. D'une part, on parle de cognition, de guerre cognitive. Le terme de la guerre psychologique est un vieux terme militaire. Et alors, si je fais l'archéologie de ces choses-là, on verra qu'il y a des échos dans la réflexion russe du temps de l'Union soviétique sur tout ce qui était l'action réflexive, où on pousse les gens à faire des choses auxquelles ils ne penseraient pas et qui, en fait, nous favorisent. On pourrait parler des références chinoises jusqu'à Sun Tzu, la capacité à gagner la guerre sans combattre parce qu'on va, entre guillemets, détruire la volonté de l'adversaire, voire même, si j'en reviens à Kautilya sur l'Arthashastra, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur ce que Kautilya a appelé la guerre silencieuse, donc la capacité de sédition, de subversion d'individus ou de groupes humains chez l'adversaire, de façon à ce que ça s'effondre de l'intérieur. Bon. Et maintenant, juste pour finir, catégorisons rapidement de quoi il s'agit. Donc, il y a des moyens d'action sur cette cognition. Cette cognition, il y a quoi? Si je veux être extrêmement schématique, alors ça c'est suite à des conversations avec mes camarades de l'école de guerre économique, on peut dire qu'il y a une dimension, on va dire, mécanique, et ça c'est beaucoup dans le temps, on va attaquer le cerveau. Donc ça ne passe pas par l'aspect conscient, mais on va attaquer la chimie du cerveau, l'environnement physique du cerveau, etc. Bon. Et puis, donc ça serait une dimension un peu physique, et puis une dimension justement sémantique, et là où, grosso modo, elle peut attaquer soit les éléments, je reprends la définition de l'OTAN, les dimensions donc, de comportement, donc ça va être tout ce qui est émotion, comportemental, etc., ce qui va orienter le raisonnement. Ou alors attaquer directement le raisonnement en tant que tel. Et là, c'est par exemple réduire l'information de façon à ce qu'on ne voit pas tout ce qui est comme information, ou rajouter de l'information de façon à changer le raisonnement. Avec un objectif central qui est évidemment parallèle à celui de l'action cyber, qui est d'agir sur le système de décision. Le système de décision étant, que ce soit dans le cyber ou là, le décideur humain. Car à la fin des fins, que ce soit dans le cyber ou ici, celui qui prend la décision, in fine, ou qui supervise la prise de décision, c'est toujours le décideur humain. Et donc c'est là que la bataille ultime se passe. Merci pour ces propos introductifs. L'un d'entre vous, Tariq, Clément. Effectivement, pour compléter, j'aime bien la phrase du sociobiologiste qui s'appelle Edward Osborne Wilson et qui raconte qu'on a un cerveau qui date du paléolithique ou des émotions qui datent du paléolithique, des institutions médiévales et des technologies divines. Et je trouve que ça donne le cadre finalement de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est que face à des technologies qui paraissent en tout cas absolument magiques, et on le voit avec l'exemple de l'IA, on a face à nous un cerveau qui a évolué de manière beaucoup plus progressive. Et donc comment on fait pour que
notre cerveau, nos émotions puissent s'adapter, ou en tout cas que la technologie soit d'une certaine manière éthique et respectueuse de l'évolution de notre cerveau qui ne s'est vraiment pas fait au même rythme. Avec un cerveau qui pourrait s'atrophier, selon le mythe Massachusetts Institute of Technology, qui dit qu'avec l'IA, finalement, on fait travailler beaucoup moins de parties du cerveau et que, de fil en aiguille, notre cerveau va se rétrécir. Alors, on parle effectivement de décharge cognitive, effectivement. Sandrine veut prendre la parole, peut-être Tariq aussi après. C'est Voilà. pour ça que je me souviens de plus jamais aucun numéro de téléphone depuis qu'on a des smartphones, en fait. Je pense que ça vient de là. Bah bon, j'ai remplacé par autre chose, je pense que vous aussi. Merci pour les références. J'ai toujours d'après Sandrine Hiller, moi-même, je trouve qu'on a toujours une relation particulière à son cerveau. Moi, j'ai toujours eu une relation particulière à mon cerveau. J'ai toujours eu l'impression que c'était une identité indépendante de moi-même et que, quelque part, je travaillais en collaboration avec lui. Parce que des fois, il me donne des choses, je ne sais pas trop d'où ça vient. Des fois, il me fait venir des idées, je ne comprends pas trop, c'est pas moi qui les déclenche. Je trouve ça absolument formidable. Mais si je voulais juste compléter sur un truc un peu sur l'attaque cognitive, cette idée de manipulation des autres, c'est pas nouveau, mais comme le cyber, comme toute cette dématérialisation, les moyens techniques sont de plus en plus importants, ça augmente encore plus ces possibilités d'attaquer mon cerveau. Mais quelque part, ces attaques-là, elles existaient déjà avant. Je me souviens d'un moment peu mémorable de ma vie où je me suis fait arnaquer quand j'étais jeune. Et j'en garde encore une blessure profonde, on en parlera tout à l'heure. Je ne vous dirai pas quoi parce que j'ai un peu honte. Mais juste pour expliquer qu'en fait, cette idée d'attaque cognitive, c'est d'utiliser les failles du cerveau. Cerveau qui prend des milliards de décisions, qui va très très vite. Et cette idée, je pense, d'attaque cognitive, c'est d'attaquer ces failles du cerveau, d'utiliser les raccourcis qu'il prend pour prendre des décisions plus vite, pour faire en sorte que tous ces attaquants exploitent ces raccourcis pour nous faire prendre des décisions, pour nous faire avoir des comportements parfois qui les arrangent eux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, quand on parle du cerveau, on se retrouve vite tout seul face à soi-même, face à son propre cerveau et face à ses propres attaques. Mais bon, on va détailler tout ça au fur et à mesure de la table ronde. Voilà, alors Tariq et Émilie souhaitent prendre la parole. Oui, il y a des micros devant. Hein. Alors, technologie magique, on parlait de cette phrase, oui et non, puisque j'ai demandé à Claude à quelle heure je dois être ici. Il m'a dit 11h30. L'hallucination existe toujours sur ces machines. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a la perception, on a le sentiment qu'elles sont magiques, mais plus on regarde à l'intérieur, plus on se rend compte en fait qu'elles sont très humaines, à savoir que toutes ces IA sont taguées manuellement par des gens à Madagascar. On parlait des images, malheureusement, des tristes images que certaines personnes produisent et regardent, qui sont aussi vues par tous ces gens dans plein de pays et qu'on n'arrive pas, qui sont effectivement un vrai sujet. Alors je voulais, ce que tu disais, Guy-Philippe, m'a fait penser, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai retrouvée parce que j'ai tendance à la modifier un peu, de Blaise Pascal, qui disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui n'est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et j'ai toujours trouvé cette phrase fantastique parce que cette idée, derrière l'idée de la cognition, il y a aussi la question de l'introspection. On est en train de basculer d'un monde narcissique où LinkedIn, Instagram, tous ces outils, je vais vous montrer ce que je fais, je vais vous montrer que je suis cool, je vais vous montrer que moi je suis là et pas vous, je vais vous montrer que je connais plein de choses, même si c'est l'IA qui les a écrits pour moi sur LinkedIn, etc., etc. Vers un modèle de plus en plus introspectif où on passe du temps avec son IA à se parler à soi-même à travers un filtre. Et ça, je trouve ça fascinant parce que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une théorie qui a été controversée, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle s'applique pas mal à l'IA. C'est la théorie de Julian Jaynes, la pensée bicamérale, qui a d'ailleurs servi de fondement à la série Westworld, qui explique en fait que la conscience, selon Julian Jaynes, la conscience introspective n'aurait pas toujours existé. Et que pendant longtemps, les dieux, les voix intérieures, étaient en fait, l'humain répondait à des interactions externes. Et pour lui, c'est la complexité, la complexification de la société, l'émigration, parce que les gens ont commencé à évoluer un peu partout, qui a fait que soudain, les gens ont pris conscience d'eux-mêmes et conscience de leurs propres pensées. Alors lui, sa théorie, ce qui lui permettrait de démontrer ça, c'est qu'il voit une différence entre l'Iliade, où les humains sont en fait répondent à des actions d'êtres supérieurs, des dieux, à des voix intérieures,
et l'Odyssée, qui était un texte qui a où l'introspection, la capacité d'introspection humaine est plus révélatrice. Alors, une fois, longue introduction, mais je vais revenir sur ce que tu disais, parce que là, en ce moment, on a deux types de guerres. Il y a le cyber classique, hacker les infrastructures, et le cyber cognitif, en tout cas les attaques sur hacker les cerveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on commence à voir de nouvelles formes d'attaques. Moi, j'aime bien, on parle pas, alors je ne sais pas si c'est une discipline formelle, mais tout ce qu'on appelle le narrative warfare. Un exemple aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que font l'Iran avec des Legos, qui sont extraordinairement efficaces. Et quelqu'un m'avait dit que le cerveau humain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en business, et c'est pour ça que Steve Jobs était un génie, et enfin tous les gens qu'on connaît en marketing sont des génies, c'est que le cerveau a besoin en permanence de retenir. On ne retient pas les infos, on retient les histoires. Quelqu'un vous raconte une histoire, elle vous marque. 20 ans après, vous le voyez, et vous dites, ah mais je me rappelle, c'était pas toi qui avais... Donc on a cet outil. Et donc utiliser des narratifs et utiliser des histoires, du storytelling qui fonctionne est extrêmement efficace. Le problème évidemment, c'est qu'il y a du storytelling intérieur et puis il y a tous les pays en interne, les partis politiques, tout le monde travaille là-dessus. Après il y a la question des ingérences, soyons en France, étrangères, où là, ce sont des storytelling adverses qui arrivent. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, je le disais, on passe de plus en plus de temps avec son IA. Et donc, la nouvelle bataille, j'appelle ça la guerre épistémique, c'est-à-dire l'idée d'empoisonner en amont les intelligences artificielles pour leur faire dire des choses contraires. Et je pense notamment à la guerre en Ukraine. Il s'est trouvé que les Russes ont tellement fait de fake sites sur l'Ukraine que les LLM qui ont en fait indexé le web ont indexé des visions beaucoup plus mesurées, disons, de la dangerosité ou de l'action de la Russie, qui se sont traduites ensuite. Et donc il y a tout un travail de désempoisonner, alors je ne sais pas si le terme existe, mais on va être dans une problématique comme celle-ci, puisque si demain un pays a besoin d'augmenter toute sa population avec l'IA, enfin, c'est ce que tous les pays imaginent faire à un moment ou à un autre, quelle IA, quelles sont les valeurs? Est-ce que les valeurs françaises, les valeurs qui nous lient ensemble, vont être intégrées dans ces outils? Est-ce qu'on est capable de créer des introspections qui créent au niveau de la communauté nationale on a des valeurs communes ou au contraire elles se désagrègent? Et puis la dernière chose qui est un sujet que je croyais un sujet de science-fiction mais qui ne l'est plus, c'est l'idée de hacker le cerveau directement. Facebook a une technologie où ils sont capables de transformer nos rêves en images. Alors, ils le font sur quelques personnes. Ils ont d'ailleurs mis en open source, je crois, la base de données. Mais ça veut dire que demain, apparemment, on pourrait aussi lire les rêves ou les pensées. Et donc, ça pose évidemment une autre question. C'est est-ce que le cerveau, est-ce que les droits neuronaux sont sacrés, comme les données privées l'étaient? Et on rentre effectivement dans un sujet qui est fondamental. Et je terminerai juste là-dessus parce que c'est tangentiel à ça, mais vous l'avez vu avec la guerre en Iran, avec Palantir, avec tous ces outils. Il y a un autre sujet aussi qui est la compression de la décision humaine, où maintenant on prend une décision de tir en 40 secondes, 25 secondes, qui est indirectement liée à cette question de la connectivité. Donc la question, je reviens à ce que tu disais, est-ce que notre cerveau, est-ce que notre société est prête à tout ce qu'on vient de dire, qui malheureusement existe sous une forme ou d'une autre dans la réalité? Ce n'est plus de la science-fiction. Alors Émilie, justement, on parle un peu des attaques hybrides. Les Russes n'ont jamais parlé de cyberespace, ils ont toujours parlé de l'espace informationnel. Et donc on voit bien aujourd'hui comment ils agissent. Hein. Comment voyez-vous, Émilie, ces questions justement d'attaques hybrides dont on a déjà un peu parlé depuis le début de notre atelier? Si vous me permettez, je voulais juste apporter un tout petit complément sur la partie cognition, parce que je pense que c'est important de comprendre, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, comprendre que le sujet de la guerre cognitive, c'est un espace de recherche. Donc je le dis parce que je vois quelques copains chercheurs dans la salle. Ça reste un espace de recherche et donc qui nécessite une analyse vraiment continue pour comprendre quels sont les sous-jacents profonds, en particulier de la cognition. Et moi, je voulais évoquer juste rapidement quelques points.
Le premier point, c'est qu'on a parlé de cognition, d'attaques cognitives individuelles et collectives. Donc, par exemple, qui vont toucher la mémoire. Hein, enfin, il y a un peu des éléments fondamentaux de la cognition, hein, qui sont la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, mais aussi l'intelligence et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Et ça, je pense que c'est important de le dire en donnant peut-être quelques exemples. Réécrire l'histoire, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou encore par exemple produire un deepfake du président ukrainien qui va appeler à la reddition voilà, de la population. Tout ça, ce sont des mécanismes ou au contraire laisser penser à la population ukrainienne qu'en fait elle est russe et qu'elle n'a pas vraiment sa propre culture, sa propre langue. Et voilà, tout ça, ce sont des mécanismes qui visent effectivement à détruire une forme de mémoire à la fois individuelle mais aussi collective. Et donc je pense que c'est important de dire que tout ça, enfin tous ces sujets-là doivent faire l'objet de recherche. Recherche évidemment sur le volet technologique, et on le voit aujourd'hui, en fait, il y a toute une dimension autour des algorithmes et notamment des biais de confirmation, mais aussi en sciences humaines et sociales, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec voilà, un certain nombre de laboratoires qui aujourd'hui travaillent sur ces sujets-là, sachant que c'est pas une mince affaire, puisque les premières victimes, par exemple, de la désinformation, c'est la science. Donc on est aussi face à un problème majeur. Sur la question des conflits hybrides, donc effectivement, les conflits hybrides, ça a toujours existé, hein, si je puis dire, mais aujourd'hui, on voit, et c'est très profondément et depuis longtemps inscrit dans la stratégie, dans la doctrine, notamment de la Russie, mais aussi de la Chine. Voilà, donc on va à la fois effectivement s'attaquer au système d'information, on va utiliser des moyens traditionnels, si je puis dire. Donc ça, ce sont les attaques cyber, par exemple, quand on va cibler des infrastructures critiques. Mais on va aussi produire des attaques sous le seuil, et donc des attaques qui vont effectivement ne pas être forcément visibles et qui vont aussi quelque part brouiller les choses. Est-ce que c'est une déclaration de guerre ? Est-ce que quand je fais voler un drone au-dessus d'une base militaire, est-ce que je peux considérer que c'est je déclare la guerre à un compétiteur ou est-ce que ça reste un compétiteur? Est-ce que ça devient un adversaire? Enfin, tout ça, c'est aussi des sujets, alors pour le coup, qui sont compliqués pour les opérationnels, par exemple, de la cyber, mais qui sont compliqués aussi au niveau état-major, pour les décideurs et pour les politiques, puisque, comme on le sait, en France, l'attribution est politique, se fait par le président de la République, et donc, même là, il y a un risque de brouillage de la cognition dans le processus décisionnel. Et donc, pourquoi c'est problématique ? Parce qu'on voit bien toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir si demain matin, le président de la République se dit « bon, c'est parti, on déclare la guerre à tel ou tel pays ». Donc, effectivement, la question des conflits hybrides aujourd'hui est une réalité et compliquée, on en parlera juste après, à adresser. Alors c'est peut-être l'état maximal, parce que finalement on a parlé d'individus, de collectifs, et là d'attaques hybrides. L'individu peut être attaqué personnellement pour des raisons, ne serait-ce que par les algorithmes de recommandation, par le profilage, par tout ça. Le collectif, on l'a vu au moment des élections de Trump, première version, du Brexit, du Macron Leaks. Donc là, on est vraiment dans du collectif, même si c'est des individus qui sont en continuité visés, je pense notamment dans l'affaire de Cambridge Analytica. Et puis, bien sûr, on a la phase, comment dirais-je, la plus élevée, c'est la guerre, le conflit, on va dire plutôt, les actions offensives, avec effectivement des actions qui, avant même le conflit, moi j'ai toujours pensé qu'on nomme un chef
français, par exemple, chef d'un détachement militaire en opération extérieure, je serais l'adversaire, je commencerais par faire une grande campagne en disant que c'est un pédophile bien connu et que j'enverrais des quantités d'informations fausses avec la viralité des réseaux. Et vous savez qu'une information fausse va 7 fois plus vite à toucher 1500 personnes qu'une information vraie. Quand vous répondez à une information fausse, ben ça n'avance pas. Ça n'intéresse personne. La vérité n'intéresse personne. En revanche, le scandale, ça intéresse beaucoup et c'est viral. Oui, Guy-Philippe, peut-être Ouais, juste un commentaire complémentaire pour souligner aussi l'aspect très contemporain de ces guerres cognitives. On a beaucoup parlé des éléments technologiques qui sont évidents, on va beaucoup en reparler. Mais il y a aussi, et ça a été aussi évoqué, une dimension sociologique très profonde, en particulier dans nos sociétés occidentales. Si on reprend des gens comme Robert Putnam, qui ont beaucoup, à l'université d'Harvard, qui a beaucoup réfléchi à la désocialisation de nos sociétés occidentales, il y a 40-50 ans, on vivait chacun d'entre nous dans des groupes sociaux assez structurés. Il y avait un camp de la droite, un camp de la gauche, le syndicat, les églises, etc. Et on était d'ailleurs souvent à la fois dans des prismes idéologiques qui sont des formes de pièges cognitifs qui nous orientaient un petit peu comme ça, mais en même temps, on était dans une société, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, beaucoup plus unie, et donc, de facto, moins sensible à une dimension qui est la désinformation, qui permet la polarisation. Bon. Aujourd'hui, pour plein de raisons qui sont sociologiques, moi j'insisterai beaucoup là-dessus, en particulier des questions d'inégalité sociale, peu importe, eh bien, on est dans une société où à la fois les gens sont plus désocialisés, ils réfléchissent, sont forcés de réfléchir plus par eux-mêmes que de s'en remettre à des églises et syndicats, des corps intermédiaires, etc. Donc, et en même temps, comme il y a beaucoup d'inégalités sociales, il y a une plus grande volatilité et une plus grande phénomène de peur et de risque. Et ce qui fait qu'il y a dans cette volatilité une dimension à aller plus vite vers des informations extrêmes. Ce qui rejoint un petit peu l'étude du MIT de 2018 que tu évoquais sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi un pendant sociologique très contemporain. C'est ces deux éléments-là pour en poser pourquoi ce terreau aussi sociologique est très favorable à une action cognitive, ce qui veut dire aussi en parallèle que peut-être il y a une réflexion sur une défense cognitive qui aura peut-être aussi un volet sociologique. Alors, pardon, Émilie, peut-être avec... Je voulais juste dire un mot sur effectivement ce sujet de conflit hybride. D'ailleurs, que le général Burkhardt avait très bien défini en expliquant que finalement l'alternance paix et guerre ne suffisait plus à expliquer les conflits contemporains et qu'on parlait aujourd'hui de compétition, confrontation, affrontement. Et donc avec des techniques effectivement qui visent à alterner tantôt des actions dans le champ physique et tantôt des actions dans le champ informationnel. Et ce qui est très intéressant, et je pense que certains d'entre vous ont dû lire les rapports de Viginum, qui est chargé de détecter et répondre notamment aux opérations d'ingérence étrangère. Toutes ces attaques, l'affaire des mains rouges, les têtes de cochon, les punaises de lit, etc., en fait, très souvent arrivent dans des contextes de fragilité sociale, c'est-à-dire que nos compétiteurs ou nos adversaires identifient des sujets de fragmentation au sein de la population. Et donc, ce sont ces sujets-là, qui ont des sujets autour du vivre ensemble, au contraire du racisme, des sujets autour de la situation sécuritaire. Ce sont ces sujets-là qui vont faire l'objet d'attaques ciblées, à la fois dans le champ physique, mais aussi dans le champ informationnel. Et pour donner un autre exemple, peut-être que vous avez suivi la chute du Rafale indien à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Information qui a été récupérée par l'Azerbaïdjan, qui est un proxy de la Russie, pour faire deux choses. D'abord, pour remettre en question effectivement la qualité de la dissuasion nucléaire, puisque le Rafale incarne ça. Donc, jeter l'opprobre sur nos armées, mais aussi sur un industriel de défense, puisque c'était la période où la société Dassault était en train de vendre des Rafales à l'Inde. Pourquoi c'est problématique ? Parce que là aussi, on touche même au champ économique. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de la défense, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, il y a une logique chez ces attaquants d'adresser à la fois le champ social, le champ économique,
le secteur de la défense. Et donc, il y a vraiment cette approche holistique. Alors, Sandrine, en fait, on a aujourd'hui des outils pour protéger nos systèmes d'information. On a des firewalls, des antivirus, des systèmes avec de l'intelligence artificielle qui permettent d'identifier les voies d'attaque. On a toute une série. Et d'ailleurs, il suffit de visiter le salon pour mesurer que les offres sont importantes. Anthony pour en témoigner aussi. Et finalement, le système de traitement automatisé de données le plus extraordinaire, le plus sophistiqué, celui que tout le monde voudrait égaler avec une intelligence artificielle générale ou super intelligence artificielle, c'est notre cerveau. Mais notre cerveau est-il protégé par des firewalls, par des antivirus? En fait, finalement, aujourd'hui, est-ce que nous n'avançons pas nus? Notre cerveau n'est-il pas un peu nu face justement à ces opérations cognitives? Oh bah, mon firewall, c'est mon esprit critique, je crois. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut l'entraîner, le pauvre. Il est mis à rude épreuve. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, le cerveau, ça fait vraiment qu'il est là. Et puis, il fonctionne un peu depuis très longtemps de la même manière. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui impactent beaucoup notre manière de penser et quelque part qui vont affecter nos prises de décision. Alors, ça peut être personnel. On parle beaucoup de ce qui se passe un peu au niveau géopolitique parce que c'est extrêmement important et que la désinformation est importante et elle a son importance justement si on veut gagner des guerres. Mais vous êtes sûrement comme moi, vous avez des multiples notifications, des choses qui vous arrivent. On vient de passer 3 jours au FIC, mon cerveau il est plein de trucs, j'ai pas encore trop su quoi en faire. Donc il y a une fatigue cognitive qui est hyper importante. Et cette fatigue cognitive, ce cerveau a vraiment pour effet, quand il est dans le stress, quand il est fatigué, il a une tendance à aller vers la solution la plus simple, d'aller vers quelque chose qui on vérifie moins, on accepte davantage. Donc on voit que dans nos sociétés là hyper connectées avec toute l'information qu'on peut avoir, on se met de facto dans une position où notre cerveau n'est pas le meilleur pour prendre les décisions. Et ça, c'est quand même relativement incohérent parce que nous, on adore, on met tout ça dans notre tête, on aime l'information, on aime savoir ce qui se passe et on se met de facto dans une situation où notre cerveau va être moins capable de décider. Ça, c'est quand même les réseaux sociaux, tous ces clics, les j'aime, je suis d'accord, si tout le monde pense comme ça, du coup, je vais penser pareil. Je vais dire que c'est la bonne idée, c'est la bonne solution, mais est-ce que tout ça, c'est pas qu'une bulle dans laquelle je suis et que je m'auto-confirme? Ça, c'est sûr. Après, garder le principe d'analyse vous connaissez tous sûrement la famille Manson, hein, ça vous parle? Bon, je ne vous parle pas de ce qui se passait à la CIA ou de petits éléments chimiques qui peuvent arriver, mais là, on a quand même vu qu'il était possible pour quelqu'un d'arriver à abolir complètement des esprits critiques de personnes qui en sont arrivées à aller tuer des gens qui ne connaissaient même pas, qu'il avait aucun lien avec ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose qui est présent avant même tout numérique, avant Internet, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à notre cerveau, qu'on lui laisse de l'esprit dans une chambre tranquille. Ça, c'est fondamental. Et quand on est dans une chambre tranquille, on n'est pas avec son téléphone en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, il faut que vous le gardiez en tête parce que ça, c'est hyper important pour vous, les jeunes. Je crois que nous, des fois, on se fait submerger, mais que quelque part, on aime bien ça. Et juste un truc, l'esprit critique, c'est hyper important parce que vous allez vous retrouver dans des situations de stress, vous allez vous retrouver dans des situations de fatigue ou des situations d'autorité. Ça, c'est hyper important pour vous. Moi, j'ai fait des cours en MBA et on m'avouait qu'il y en a qui s'étaient fait avoir par des attaques. Je reçois un mail qui, soi-disant, vient de mon chef, mais il ne vient pas de mon chef. Et encore, nous, peut-être qu'on a passé un petit peu cet aspect et encore pas vraiment. Mais vous êtes encore plus sensible parce que qu'est-ce qu'ils font, ces hackers? Ils vont sur les réseaux sociaux. Vous êtes très content d'avoir annoncé sur LinkedIn que vous êtes alternant dans telle entreprise, que vous êtes très fier. Eux, en fait, c'est une information hyper importante pour eux. Puis après, vous allez recevoir un mail où il va vous demander d'acheter des cartes cadeaux et puis d'envoyer le code par email. Et vous êtes persuadé que c'est votre chef, mais en fait, c'est pas lui. Mais comme vous n'allez pas lui parler parce que c'est votre chef, du coup, vous n'allez pas savoir. Ça, c'est des trucs hyper, vraiment, qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, qui sont très, très forts. Donc, du coup, je dirais...
De toute façon, on ne peut pas éviter les influences. Nous, on vit avec, tout le monde vit avec ça. Mais on peut essayer de faire en sorte qu'elles ne deviennent pas invisibles, qu'on en ait conscience, qu'on soit, si possible, alerte. Et surtout, ne prenez pas de décision quand vous êtes fatigué ou stressé. Et surtout pas de décision quand on vous demande de les prendre en urgence. À part la greffe du cœur, il n'y a pas grand-chose d'urgent. Donc, quand on vous demande quelque chose d'urgent par email ou par téléphone, souvent, c'est pas la peine de réagir très vite. Alors, Anthony veut prendre la parole après Clément. Et puis, oui. Et puis, Tariq aussi qui veut. Je vais couper la parole, peut-être. Je vous ai empêché de parler? Ah non, bon, d'accord. Pardon. Anthony. Je vais essayer de faire court. Donc là, tout ça est assez anxiogène, évidemment. Donc je vais, moi, parler plutôt solutions. Et j'ai pas que des bonnes nouvelles non plus. Donc, en fait, une des attaques cognitives principales aujourd'hui, c'est en fait faire passer le vrai pour du faux, c'est-à-dire l'ultra-réalisme des informations que vous êtes en train de consommer. Quelles sont vos armes? Enfin, ça, on a parlé esprit critique, ça va pas suffire. Le cerveau, déjà, ça va être la première arme. Je vais commencer en fait de la moins bonne à la meilleure, mais il n'y a pas de solution toute faite. Là, l'arme principale, ça va être votre cerveau, vos sens, principalement les yeux, mais pas que. La main à 6 doigts, le cerveau va comprendre qu'il y a un problème. Une tour Eiffel qui brûle. Physiquement, le cerveau va comprendre qu'il y a un problème. Mais, vous l'avez constaté, les outils sont de plus en plus réalistes. Petite anecdote, le dispositif de génération de vidéos ultra réaliste VO3 de Google avait une petite problématique sémantique qui était qu'on ne voyait pas la micropulsation cardiaque au niveau de la carotide. Ils ont corrigé ça. Donc, typiquement, le sémantique et le cerveau ne va vraiment plus suffire. L'esprit critique va pouvoir s'adapter, mais uniquement sur le côté contextuel, finalement, de la chose. La deuxième arme, on est spécialisé là-dedans, c'est le mot est barbare en français, c'est inforensique, forensics en anglais, c'est-à-dire de la criminalistique. On va investiguer sur le contenu pour savoir si on trouve des traces, des artefacts, des signatures d'IA génératives. Ici, nous, on pousse la chose au maximum, puisqu'on a avec nous des laboratoires réputés français, CNRS et INRIA, et des chercheurs réputés. Mais on reste dans le domaine de l'empirique et de la statistique. C'est-à-dire que dans le domaine de l'inforensique, c'est très difficile d'avoir des certitudes. Même là, c'est-à-dire qu'on va être sûr, une chance sur 500 de se tromper, une chance sur 100 000 de se tromper, mais on va difficilement arriver au-dessus, sauf dans certains cas où, par exemple, des lignes de fuite de perspective ne correspondent pas dans un contenu, mais c'est des cas marginaux. La troisième arme qui arrive sous pression réglementaire, c'est le tatouage numérique, en anglais digital watermark. C'est-à-dire on tatoue les sorties de tous les modèles de diffusion de manière à pouvoir plus facilement extraire. Il faut voir ça comme une carte d'identité mise en profondeur dans le contenu qui ne peut être extraite que par un algorithme secret et spécialisé. Et ça permet de faire des affirmations et ça, c'est censé aider le public puisque je tombe sur une image, je vois qu'il y a une affirmation. Vous voyez, des fois, il y a des petits logos. Et ça vient de ChatGPT, ça vient de Gemini. Donc, OK, je ne me fais pas avoir puisque je vois la chose. Mais il y a des défis technologiques énormes là-dessus, puisque si vous arrivez à imiter ou à supprimer ce type de technologie, vous avez de nouveau le problème qui revient par derrière. Donc, évidemment, le cerveau est extrêmement important, mais aujourd'hui, il faut quand même s'armer aussi, s'équiper. En fait, il faut équiper le cerveau avec quelques outils. Là où j'ai une mauvaise nouvelle aussi, c'est qu'on ne peut pas vous équiper, vous, public, d'outils. Parce que si on met nos détecteurs à disposition du public, ils sont aussi à disposition des attaquants. Et à force d'attaquer un détecteur, vous allez en découvrir les secrets et donc la façon de ne pas être détecté. C'est pour ça que nous, on fait le choix déjà, vous avez déjà une fatigue cognitive absolument énorme. Et en plus, cette fatigue cognitive, elle rajoute une couche, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? À chaque fois que je vois quelque chose, c'est une double, finalement, fatigue cognitive. À l'époque de l'homme des cavernes, il n'y avait pas ça encore. Là, on était assez tranquille, finalement, sur les deux aspects. C'est plus du tout le cas maintenant. Donc, en fait, il faut s'augmenter avec des outils, mais je vous en ai précisé ici les limites. C'est pour ça qu'il faut essayer de cumuler tout ça. 2 chiffres, on adore ça en philosophie. C'est en 2025, 50% des attaques en ingénierie sociale et fraude financière étaient boostées à l'IA. Et elles sont 5 fois plus rentables que l'ingénierie sociale à la classique. Il y a même, alors au-delà du fait que c'est extrêmement facile, il ne faut pas être expert pour faire un prompt, pour casser le pare-brise d'une voiture, pour arnaquer son assurance ou pour faire n'importe quel autre fake. Et il y a même une professionnalisation, c'est-à-dire on rentre dans la fraude as a service. Vous avez des professionnels, si vous avez la curiosité de taper fraude GPT, dans Google, on ne va pas tomber dans le dark web. Le 3e ou 4e lien, c'est ce système qui est totalement décensuré, que vous pouvez mettre, de demander comment je fais un poison, comment j'obtiens une arme, comment je fais une fausse carte de police, par exemple. Donc, ça s'industrialise en plus de la facilité. Donc, les attaques, elles sont vraiment extrêmement facilitées. Merci. Tariq et puis Clément, je crois. Tariq veut prendre la parole et Clément après. Alors, juste un point, parce qu'on parlait tu parlais de vidéos numériques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle les vidéos iraniennes sont tellement pointues. Maintenant, les meilleurs modèles de génération de vidéos
sont tous chinois. Sora vient d'arrêter, la plupart des modèles américains sont non rentables. Et d'ailleurs, le système même de la vidéo, parce que j'ai dans une de mes activités, un studio de cinéma, on utilise un peu l'IA, on se pose beaucoup de questions sur la rentabilité de ces outils, très chers. Je crois que Sora perdait 15 millions par jour, donc, et pour des résultats qui sont assez moyens. Je voulais revenir sur un point que Guy Philippe a dit tout à l'heure, qui me semble fondamental, c'est l'aspect social. Tu as raison. On est sur un terreau très bizarre. Nous, on est, je pense, tous nés d'une génération où on a connu les bénéfices et on a vu surtout s'implémenter ce qu'on a appelé la fin des 30 glorieuses, donc un État compétent, technologiquement exceptionnel, puisque numéro 1 dans les télécoms, numéro 1 dans quasiment tous les domaines dans lesquels la France voulait se positionner. Donc on a connu ça, on a connu une époque où personne d'autre ne savait construire des centrales nucléaires aussi bien que la France, qu'on fabriquait 3 par quasiment à un moment donné plusieurs par mois en projet. Donc on avait une expertise et on a connu un environnement où on a été formé socialement à cette idée. Donc évidemment, implicitement, on a envie de revenir, ce qui n'est pas forcément la génération que vous avez, qui n'a pas forcément connu un État aussi, on va dire, compétent dans son exécution et dans sa capacité. Mais un point qui est intéressant, c'est que quand on regarde le cinéma, je vais prendre justement l'exemple du cinéma, vous savez qu'aux États-Unis, tout le monde pense que, même s'il est pauvre, qu'il sera un jour milliardaire. Donc on peut se poser aussi des questions pourquoi Trump a été élu, c'est qu'on a envie de voter pour la personne qui va devenir ce qu'on est. Mais si vous regardez aussi préalablement à l'élection de Trump, il y a eu énormément de films de super-héros qui étaient basés sur une idée simple, c'est une personne, seule une personne peut tout changer. C'est l'histoire d'Elon Musk, c'est toujours la blague quand on parle dans la tech, c'est les journalistes parlent toujours du fondateur et les gens qui travaillent dans la tech parlent des équipes et connaissent les N-1, N-2 chez Apple. Il n'y avait pas que Steve Jobs. Et donc c'est un sujet important parce qu'on a aussi construit un terreau sur cette idée. D'ailleurs, Elon Musk a parfaitement joué là-dessus puisqu'il va faire son introduction en bourse à 1,3 trillion de dollars, la plus grande introduction en bourse. Ça, c'est des années de manipulation mentale. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, j'ai vu 2 films. Le premier, c'était House of Dynamite, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, et récemment, le projet Hail Mary, qui s'appelle, je crois, projet Dernière Chance en français. Et ce qui est fascinant dans ces films, c'est qu'on a des gens compétents qui font leur travail, qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes. Il n'y a pas de monopolisation, de je suis le plus fort, grâce à moi, tout va. Et je trouve ça déjà très rafraîchissant. Et surtout, je pense que ça se rapproche plus de la réalité. Je pense qu'on a une façon de voir les choses où on oublie en fait que le travail en équipe, bien géré collectivement, notamment dans la recherche, notamment dans les domaines. Alors, je voulais juste dire un point par rapport aux solutions, c'est qu'on est dans un monde où tout le monde va utiliser de l'IA et son cerveau, les deux, et que d'une certaine manière, la chose la plus importante, ce que je viens d'essayer de faire ici, c'est d'abord d'exprimer clairement ce que l'on veut faire, ce que l'on pense, avec qui on veut le faire. Je pense qu'on a tous eu, on en avait parlé l'année dernière, un super pouvoir, on a fait des dissertations. Le sujet de la dissertation importe peu. Je prends une page blanche, voilà, et je me pose et je me dis qu'est-ce que je pense de ce sujet. D'abord, et ensuite j'utilise ChatGPT parce que je vais avoir des recherches sur ça, je vais utiliser un autre outil. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient fondamental puisque la maîtrise du langage, la maîtrise aussi de l'écrit, puisqu'on écrit, devient fondamentale. Et ce que ça veut dire, c'est que l'écosystème autour de nous va changer. Il va falloir ce qu'on appelle en anglais des sources of truth. Il faut des bases de données vérifiables, de qualité. Donc en fait, dans un monde où tout va être AIifié, où on parle de slop, les données de qualité, qualifiées, des choses qui sont faites proprement, correctement, vont avoir de plus en plus de valeur. L'autre question, c'est qu'il faut avoir des outils safe. Et là, moi, je pense qu'à terme, on va tous avoir notre IA personnelle, parce qu'on ne pourra pas avoir confiance dans l'IA d'un tiers. Surtout quand cette même IA nous dit qu'un jour, il va faire un chat érotique et le lendemain, faire un chat pour guérir le cancer. Enfin, je pense à OpenAI, vous savez, qui avait cette idée de dire on va faire un peu tout. Et l'autre chose qui est fondamentale, c'est, j'appelle ça l'analog thinking, la pensée analogique. En fait, on amplifie notre capacité de penser.
Et donc, il faut qu'on se remette à bien réfléchir en se disant, la base, la construction de notre réflexion se fait par nous, alors sur du papier, sur du texte. Moi, j'aime bien le papier. Et ensuite, on a des outils pour nous aider, pour amplifier notre capacité de penser. Mais ces outils sont des amplificateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu trop, et ce sont surtout les boîtes commerciales de l'IA qui nous poussent, qui nous disent, vous allez arrêter de réfléchir sur certains sujets. Sauf qu'on ne peut pas le faire. Moi, l'idée de vous envoyer un email qui a été écrit par une IA, 5 pages, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas relu, ça me semble impensable. Sauf qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle le work slop, de plus en plus d'entreprises qui commencent à dire à leurs employés, vous êtes gentils, mais vous vérifiez ce que vous donnez, le résumé de la réunion en 47 points, ça suffit. Donc voilà, on a des choses comme ça. Et je pense que c'est intéressant, c'est que la puissance de ces outils nous oblige aussi, à titre individuel, à réapprendre, je dis bien réapprendre, à réfléchir, puisqu'on a appris dans un environnement de collaboration où tout le monde pensait et on ne savait pas, on essayait d'exister dans un ensemble de collaboration. Maintenant qu'on a des outils un peu plus introspectifs, la qualité de notre capacité de réflexion et l'amplification. La chose la plus importante, et je termine là-dessus, dans l'IA, c'est le contexte. Plus le contexte, d'ailleurs, toutes les batailles que vous avez aujourd'hui de navigateurs, pour essayer d'avoir accès à votre ordinateur, à votre navigateur, à votre historique, à toutes vos données, c'est simplement de dire si j'ai plus de contexte sur une personne, la réponse sera meilleure. Mais nous avons le contrôle sur notre contexte. Nous avons la somme de toutes nos expériences, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on n'aime pas. Et donc, la vraie question aujourd'hui, alors ça ne répond pas à toutes les questions évidemment, parce que tu parlais de la protection vis-à-vis des attaques, mais là je suis plus dans l'émission, c'est effectivement de se dire qu'on a une capacité, avec un peu d'effort, d'améliorer énormément la qualité de ce qu'on va produire. Et ça va être l'enjeu pour tout le monde dans la salle dans l'année qui vient. Merci beaucoup. Alors moi j'ai beaucoup apprécié vos interventions, celle d'Anthony qui a abordé les aspects technologiques, comment fait-on, et je trouve un élément intéressant, c'est que quand on cherche à comprendre quelle est la différence entre le vrai et le faux, on peut aussi attribuer la paternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est celle de la propriété intellectuelle par rapport aux LLM qui font du web scrapping sur l'ensemble des œuvres sans tenir compte des droits d'auteur. Et c'est une vraie question. Donc je pense que la technologie, elle peut répondre aussi bien à la distinction du vrai et du faux, mais aussi dire ça, ce texte, il est complètement pompé chez tel acteur, telle vidéo, et pris chez tel cinéaste, ainsi de suite. Il y a un autre aspect qui m'a paru intéressant, c'est l'individu et le collectif. C'est Tariq qui a dit, finalement, est-ce que la réponse n'est pas une réponse collective? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rester tout seul devant son écran, son smartphone, à recevoir une information, le partage, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Vous voyez, Lynn, peut-être... Oui, en fait, dans la notion d'attaque collective, d'attaque cognitive, pardon, on a l'altération des fonctions cognitives qu'on a vues, et un moyen d'y répondre, on sait que les biais cognitifs, ce sont des raccourcis mentaux qui prennent l'apparence de la raison, mais ils sont inconscients. Ils sont totalement inconscients, incontrôlables et involontaires. Ils ne sont pas de nature pathologique. Et donc, ces biais cognitifs, pour pouvoir les contrer, on ne peut pas les contrer individuellement. Penser qu'on peut contrer ces biais individuellement, c'est juste impossible. En revanche, la place du collectif est énorme, et notamment dans la prise de décision. Avoir un collectif dans la prise de décision, ça nous permet, en groupe, d'avoir une prise de décision plus intelligente, plus résiliente. Et oui, pour moi, le collectif est une solution aux attaques cognitives. Y répondre tout seul, c'est compliqué. La question qu'on peut se poser quand on parlait des firewalls de l'esprit, c'est finalement, moi, je crois qu'il va falloir revenir en matière de formation sur les fondamentaux, l'esprit critique, et c'est peut-être très intéressant pour un travail collectif dans une classe, c'est finalement soumettre une question, proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que c'est faux? Et donc créer une sorte de débat qui me paraît tout à fait intéressant. Et je pense que dans la formation, notamment des plus jeunes, les plus petits, les grands, les très grands, cette nécessité de revenir sur des fondamentaux, alors qu'on a peut-être trop tendance à
apprendre des choses qui finalement sont acquises dès qu'on va sur une recherche intelligente sur Internet. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, que Daniel Goleman a détaillé, en disant qu'il y a plusieurs stades dans l'intelligence émotionnelle. La première, c'est avoir la conscience de soi et la conscience de ses émotions. C'est vraiment le premier stade. Le deuxième stade, c'est arriver à les contrôler, et notamment à contrôler les émotions négatives. Et le troisième stade, c'est l'automotivation, c'est-à-dire arriver à rester concentré à 100% sur ce qu'on fait, pour être, entre guillemets, le plus productif et arriver à atteindre ses objectifs le mieux possible en gardant de l'enthousiasme, de la motivation. Et cette intelligence émotionnelle qui est l'attention, la concentration sur ce qu'on fait à 100%, si on n'a pas été acculturé, si on n'a pas eu un minimum de connaissance de qu'est-ce que nos émotions, comment je les ressens, comment je peux les contrôler, comment je me concentre, comment je développe de l'empathie pour autrui, la gestion des émotions est aussi une réponse aux attaques cognitives. Alors ça c'est très intéressant parce qu'avec vous, Lynn, on rentre dans un autre domaine finalement, c'est quels sont les voies et moyens de l'attaque, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on attaque, on a parlé d'émotions. Oui, la peur, la les peur, les primaires, hein, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. L'intérêt, l'intérêt, par exemple, Et la vous honte. avez des systèmes d'intelligence artificielle qui vous disent attention, il n'y a plus qu'une chambre c'est faux, mais en fait c'est pour vous obliger à aller très vite et à réserver parce qu'il n'y en a plus qu'une. Donc on crée la pénurie pour vous faire croire qu'il faut prendre la décision. Émilie, vous vouliez intervenir sur le sujet. Juste, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre aussi la nécessité pour les équipes cyber aujourd'hui de s'ouvrir à des domaines sur lesquels elles n'ont pas l'habitude de travailler. Et donc, voilà, c'est un sujet sur lequel notamment les armées ont été plutôt précurseurs en amenant de la réflexion collective avec des industriels, des laboratoires de recherche, mais aussi aujourd'hui, il y a des équipes qui vont travailler non pas en analysant les attaques avec des matrices traditionnelles comme le MITRE-ATT&CK, mais vont utiliser des matrices un peu plus transversale qui étudie aussi cette dimension cognitive. Donc, il y a par exemple la matrice DIMA. J'en profite pour faire la promotion pour l'association M82 qui voilà, traite, qui travaille sur ces sujets-là. Et donc, c'est important parce que c'est aussi ce qui va permettre de qualifier, de comprendre l'évolution de ces attaques. Ça veut dire qu'autour de la table, on ne peut pas juste avoir des gens qui connaissent les outils techniques et qui sont des experts cyber ou des développeurs ou des ingénieurs en IA, etc. Il faut aussi qu'on ait des chercheurs en sciences humaines et sociales. Il faut aussi qu'on ait des journalistes, hein, parce que et ça, moi, je trouve hyper intéressant, c'est je sais plus qui, je crois que c'est le patron de France Info, j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'avait dit, mais en fait, on est passé d'une ère post-vérité à une ère post-réalité. C'est-à-dire que dans ce façonnage, en fait, on n'est plus simplement sur est-ce que finalement ça suffit de faire ce qu'on appelle du debunking ou du fact-checking, c'est-à-dire de répondre avec des faits. Est-ce que ça suffit? La réponse est non. Parce que, en fait, les attaquants façonnent aussi la réalité autour des informations. Et donc ça devient aujourd'hui une question critique. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui et de rédactions qui travaillent aussi sur ces sujets-là, sur la façon effectivement dont est traitée l'information, la façon aussi dont elle est diffusée, parce que le vecteur compte, hein, bon, vous l'avez très très bien dit tous les deux. Donc voilà, ces grilles d'analyse, donc j'ai cité la matrice d'IMA, mais il y a aussi les travaux de David Chavalarias, par exemple, au CNRS, qui sont intéressants hein, pour comprendre les dynamiques, les évolutions, justement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on voit apparaître des groupes climato-sceptiques qui tout d'un coup vont devenir anti-vax? Comment ça peut se modéliser avec des modèles mathématiques? C'est important, c'est des choses qui sont importantes à étudier. On n'en a pas parlé, mais typiquement, la santé, les attaques cognitives dans le domaine de la santé sont hyper fréquentes. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est important de qualifier et puis c'est important de décloisonner entre
les sciences humaines et sociales et le volet technologique, et de mettre les gens autour de la table, et aussi de façon interdisciplinaire, c'est-à-dire des industriels qui sont capables de répondre en développant des technologies, les chercheurs, les institutionnels, évidemment, on a cité Viginum, mais on a aussi, l'OTAN a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui aujourd'hui est un peu le chef de file sur la lutte contre la désinformation. On a aussi en France, qu'est-ce que je peux citer, les services du premier cercle aussi, qui vont parfois identifier certains groupes d'attaquants. Merci. C'est effectivement intéressant d'évoquer ça. Moi, il y a deux idées. On le voit bien quand on parle de cybersécurité. Je prends l'historique du forum. C'est qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais abordé ces sujets. Et pourtant, ils rentrent en plein dans une nouvelle forme de cybersécurité. C'est vraiment un point. Et le deuxième, ça vous l'avez parfaitement dit, et ça je le dis pour les jeunes, et notamment pour les jeunes femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le domaine de la cybersécurité, c'est que les gens disent cybersécurité, c'est technique, c'est ingénieur, c'est technicien. Non. Il y a des sociologues, on a besoin de sociologues, on a besoin de psychologues, on a besoin de juristes. Madame, vous voulez intervenir? Non, c'est... Oui, allez-y, mais moi, les réactions de la salle m'intéressent. Je pense qu'on a aussi beaucoup besoin de formateurs et de formation. Et je voulais prendre en exemple la Finlande et la Suède, où la formation à ce qui s'appelle la Media Literacy, Information Literacy, se fait dès les couches primaires, où il y a même des exercices nationaux de réaction aux fake news au titre de la société tout entière. Et de ce point de vue-là, je pense que les Scandinaves, bon, alors ils ont une proximité avec la Russie qui, voilà, doit particulièrement les inquiéter, mais ils ont particulièrement bien compris que la guerre, elle se joue dans nos cerveaux, et que ces fameux biais, cette connaissance de soi-même, de comment on réagit dans une situation de stress, etc. En fait, il faut former et alerter les populations dès le plus jeune âge aux manipulations dont on fait l'objet, et à savoir reconnaître les petits signaux rouges qui vont les petits red flags qui vont dire attention, là on est en train d'essayer de nous avoir, quoi. Et je pense qu'on n'en est pas encore là, plus au sud, on va dire. Ah ben c'est très bien. Je vois que la salle réagit, donc Tariq veut peut-être dire un mot. J'avais juste une question, parce que évidemment j'avais une question à vous poser, et quelque chose qui m'a récemment, que l'actualité que malheureusement m'a monté. Vous rappelez cet incendie en discothèque en Suisse, et le fait que les gens, leur cerveau devrait, la salle brûle, votre cerveau vous dit pars le plus vite possible de cet endroit, file. Au-delà du fait qu'il y avait probablement des problèmes d'espace, de porte, c'est compliqué, mais votre cerveau vous dit ça. Et là, les gens se disent, ah, c'est une super photo pour Instagram. Et donc, je me posais la question si on n'avait pas, d'une certaine manière, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la preuve que... en fait, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, si on arrive, par cette addiction aux réseaux sociaux ou une sorte de narcissisme, à casser la logique de survie. C'est une question, hein, j'allais demander qu'est-ce que vous en pensez. Je n'ai pas forcément de réponse, c'est pour ça que je pose la question, parce que j'y réfléchis, mais j'aimerais bien avoir votre opinion. Juste un petit point, juste pour répondre à la question de Tariq, mais il y a aussi des aspects en fait, de réaction sociale. Robert Cialdini l'a beaucoup démontré dans un bouquin qui s'appelle Influence, où, par exemple, il y a un phénomène criminel, un viol qui se passe dans une rue, mais si personne ne réagit, les gens se disent, bon, peut-être que c'est OK. Et voilà. Et j'en sais rien du tout, parce que c'est dramatique ce qui s'est passé en Suisse, mais je pourrais très bien imaginer qu'au-delà juste de l'aspect, je vais prendre, ce qui est un peu une critique de les Instagrammeurs, une société de narcissisme, OK, d'accord, mais il y a peut-être aussi des gens qui ont vu démarrer ça et qui ont dit, ah tiens, peut-être qu'ils ont organisé ça. Bon, et jusqu'au moment où après il y a la fumée, le machin, et les gens commencent à crier. Mais avant que les gens se mettent à crier, ce moment collectif de ah tiens, qu'est-ce qui se passe, est peut-être un moment où il n'y a pas eu de réaction parce qu'il y a un effet de mimétisme social et puis on ne réagit pas. Qui a été démontré dans des tests d'agression dans les métros. Hein. Les effets de groupe où si personne ne bouge, il ne se passe rien. Mais là, c'est vrai que c'est l'effet de sidération, c'est-à-dire les émotions primaires qui fait que normalement, soit on devrait avoir peur
courir, soit être sidéré, on en vient à changer son comportement et à faire une photo. C'est vrai que c'est... Parce que là, il s'agit évidemment de... J'entends bien ce que vous avez dit. Quand il s'agit de voir d'autres gens, on peut se dire, j'hésite. Mais là, quand on est par rapport à sa propre survie à titre individuel, c'était ça qui me troublait. Mais peut-être qu'effectivement... Alors, merci. Donc, côté philosophique, on va prendre une phrase qui est de moi, j'espère. Donc, on est passé de avant, je pense, donc je suis, à aujourd'hui, on est à j'adhère, donc je suis. Et je voulais rebondir sur le fait, la pluridisciplinarité des personnes qui vont faire de la lutte contre la cybercriminalité. Moi, je suis particulièrement sur la partie phishing. J'ai la chance de faire un DU en cybercriminalité actuellement, donc j'étudie la question sur, en fait, je me posais la question de pourquoi est-ce que nos téléphones et nos ordinateurs ne fabriquent pas par essence une barrière, en fait, puisque c'est quelque chose d'insipide. Alors, on ne va pas passer tout le document dedans. Mais ce qui est arrivé à ma conclusion, en fait, c'est que les attaquants sont beaucoup plus simples que nous. Ils vont directement au sujet. C'est-à-dire que, et nous en face, on a des réponses, et moi-même, ça fait 11 ans que je suis dans la cyber, j'ai fait plein de sensibilisation, et en travaillant dessus, c'est passionnant, je me suis rendu compte que notre manière d'aborder et les solutions qu'on propose, comme moi je suis technique, envoyer un mail, je sais ce que ça implique. Recevoir un message, consulter un site, je sais ce que ça implique. Alors que l'attaquant, mais c'est simple, dès la première phrase, ça marche. Dès l'objet du mail, ça marche. Et nous, on est en train de dire, ah, vous avez un numéro, vous avez un doute, mais oui, mais la personne appelle sur mon téléphone. C'est mon numéro, c'est mon email. Donc, il y a un décalage, il va falloir que, au niveau sensibilisation, on apporte des réponses qui soient aussi efficaces. Parce que, déjà, toute la partie non verbale, verbale, etc., qui arrive avec le téléphone, la projection avec le téléphone, les effets tunnels, la scotomisation, etc., ça va amener, alors moi, ce que j'appelle la cristallisation cognitive, c'est qu'en fait, tous ces éléments qui sont avant quand le téléphone il est posé devant nous et qu'on va l'attraper, en fait, dès qu'on décroche, tout se met en route et l'acte, il est là. Le cerveau, il dit, OK, ça, c'est la solution qui est la plus économe pour moi en énergie et qui répond au plus de problèmes, qu'on soit fatigué ou pas. Donc, il va vraiment falloir qu'au niveau sensibilisation, on réapprenne et on aille voir les sciences humaines, etc., et la psychologie, pour pouvoir donner des clés qui soient aussi efficaces que les clés qui sont données par les attaquants. Merci. Madame, vous vouliez intervenir. Bien, bonjour, merci pour cette ce merveilleux philosophique. J'ai une question, finalement, est-ce que l'IA n'amène pas à donner beaucoup plus d'importance aux formations de culture générale, de philosophie, de lettres, d'histoire, de géopolitique, parce que c'est ce qui nous donne une profondeur, ce qui nous donne aussi un esprit critique, et c'est peut-être finalement, plus on va dans la science et dans la technique, et plus on a besoin à côté, justement, d'être formé avec on va dire, des choses très basiques qui sont aujourd'hui de plus en plus dégradées, en fait. Alors, Clément, parce que ça fait longtemps que Clément veut parler. Merci pour la parole. Donc pour rebondir par rapport à ce qu'on dit, c'est que là effectivement la sensibilisation, la culture cyber, tous ces éléments-là finalement font porter la responsabilité de la charge à l'utilisateur. Mais je pense qu'il y a aussi un pendant qui est aussi responsabilisé, typiquement les plateformes. On a parlé rapidement des algorithmes. J'ai un exemple, Facebook a testé il y a quelques années en Australie sur 6 millions de jeunes, donc test grandeur nature, a essayé de mesurer le niveau émotionnel des utilisateurs de Facebook, d'accord. Donc il y avait dépression, nervosité, etc. Et ils ont pu démontrer, c'est des documents qui ont fuité suite au procès en 2021-2022, enfin un lanceur d'alerte, et qui montraient que Facebook était en capacité de déterminer le niveau émotionnel et via ce qu'ils appellent un boost de confiance, boost confident, ça permettait à un publicitaire de faire acheter à quelqu'un qui avait le niveau émotionnel pour le faire. C'est-à-dire qu'il est vendredi soir chez vous, vous êtes au plus bas, vos likes le montrent, les pages que vous suivez le montrent, vos commentaires le montrent, d'accord. Et le vendeur de basket va pouvoir vous dire, écoutez, c'est vendredi, 17h, franchement, semaine de merde. Il y a une nouvelle basket qui arrive, en plus votre célébrité, elle vient de l'acheter, c'est peut-être le moment de le faire. Donc il y a vraiment effectivement l'aspect, on en parlait, de l'aspect conflictuel, guerre, mais il y a aussi l'aspect business, quoi. Et la manipulation du cerveau, elle est aussi très bonne pour les acteurs économiques.
Et juste un dernier élément sur l'algorithmisation, enfin sur les algorithmes. Facebook aujourd'hui, c'est donc Mark Zuckerberg, c'est à peu près, donc c'est Facebook, Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Aujourd'hui, en 2024, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a indiqué à la presse que 30% des posts qui étaient partagés sur Facebook étaient générés par l'IA. Et 50% des posts sur Instagram étaient générés par l'IA. Donc c'est le patron même de Facebook. C'était il y a 2 ans sur Instagram. À votre avis aujourd'hui, je ne le connais pas, mais quel est le pourcentage de posts qui sont générés par l'IA? Aucun chercheur aujourd'hui, aucun universitaire n'est habilité à faire de la recherche sur l'algorithme de Facebook. Personne ne connaît la recette secrète parce que l'algorithme n'est pas ouvert. D'accord ? Donc je pense qu'un des éléments, au-delà de la sensibilisation et de nous préparer à la guerre de demain, ou en tout cas les manipulations possibles, qu'on rende auditables et transparents les algorithmes qui gouvernent 2, 3, 4 milliards de personnes dans le monde. Et je pense que ça, c'est une des bases. Et la responsabilité, elle ne devrait pas être que sur le contrôle écran des personnes, parce que ça, je pense que ça ne marche pas. Il suffit de prendre le métro ou voir dans la rue, ou des gens avec des poussettes, des mamans avec des poussettes qui sont avec les téléphones, ou des papas avec leurs enfants et leur téléphone dans les mains. Par contre, il y a aussi une responsabilité des plateformes. Il faut absolument qu'elles soient responsables de ça, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors ça commence à venir, on parle du moment tobacco avec Facebook aux États-Unis. Sur le fait qu'ils soient condamnés, que ce soit considéré comme des plateformes de contenu et plus seulement comme juste des tuyaux dans lesquels les contenus, c'est plutôt les utilisateurs qui sont responsables. Sauf que le moment tobacco, il a duré 30 ans aux États-Unis, entre les premiers documents dévoilés par l'industrie du tabac et le fait qu'ils aient été condamnés en 98. On ne peut pas attendre 30 ans, notre cerveau va cramer avant. Donc voilà, je pense que ça fait un peu coup de gueule, mais pas du tout. Mais c'est vrai que je dis non, je suis pas d'accord. Donc sensibilisation, oui, mais est là pour les coups de gueule. Mais juste petite réaction, je me souviens plus du nom de cette femme qui est une transfuge de chez Meta, Facebook, qui a déposé devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et elle a démonté. Kathleen Hogan, je crois. Pardon ? Kathleen Hogan. Oui, c'est ça. Voilà. Madame Hogan. Et donc, elle a démontré justement tous les mécanismes qui étaient construits dans Facebook pour nous amener vers un objectif particulier. On est vraiment là dans la notion aussi de profilage. Et ça, je crois que sur Facebook, je ne sais plus la référence, mais on disait qu'avec 60, en analysant 60 likes, on arrivait à peu près à 90% à savoir quelle était la couleur de peau de la personne, quelles étaient ses opinions politiques et quelles étaient ses appétences sexuelles. Avouez quand même que c'est quand même impressionnant. Et avec 200-300 likes, on était mieux connu par Facebook que par son conjoint. Vous voyez, donc ça vous montre qu'il y a vraiment derrière ces moteurs de recherche des choses assez inquiétantes. Voilà. Anthony, allez-y. Merci beaucoup pour cette reprise de parole. 4 réactions. Le temps passe et donc il faut qu'on y aille. Ultra courte, et je vais commencer par vous, madame, parce que ça a résonné un peu particulièrement. Effectivement, vous avez parlé d'acculturation assez profonde et générale. Nous, on a monté la société aussi pour avoir un impact sociétal positif. Et en fait, parce qu'on a été biberonné par Jacques Ellul, Bernanos, La France contre les robots, le titre déjà est marrant. Et puis j'irai même jusqu'à Léon Blois. Voilà. Donc c'est vraiment ça, je pense. J'ai été pessimiste tout à l'heure sur nos armes. Je pense qu'une des meilleures, c'est fondamentalement celle-ci. Pour répondre à ce que tu disais toi, Émilie, c'est nous, si vous passez sur notre stand, ce que je vous invite à faire, c'est vous verrez que on dit vous pouvez avoir le meilleur stack cybersécurité que vous voulez. Une simple attaque en ingénierie sociale peut faire leaker un mot de passe qui compromet tout. On nous a dit au début qu'on s'est lancé, je ne sais pas si c'est très français, vous n'êtes pas de la cyber. Vous êtes anti-fraude, mais ce n'est pas de la cyber, l'histoire. Là, je pense qu'on a compris que c'était de la cyber. Une petite réaction sur ce qu'a dit Tariq, sur le fait de sanctuariser les éléments de vérité. C'est pas si simple, parce que dans la durée, comment je prouve qu'ils sont toujours vérifiables et de vérité, et j'ai peur que demain, en fait, c'est plus le débat manichéen, c'est vrai ou c'est faux, c'est qu'est-ce que j'ai comme signaux d'authenticité dans ce contenu, et qu'est-ce que j'ai comme signaux d'IA générative dans ce contenu, et je dois prendre ma décision par rapport à ça. Extrêmement compliqué. Dernier point, et j'en finis par là. Moi, j'ai 20 ans de lobbying derrière moi dans les affaires réglementaires. Personne n'est parfait. En plus, chez TF1, personne n'est parfait bis. Il est naïf de penser qu'on va régler ça avec la régulation ou le politique. C'est beaucoup trop lent. Ensuite, ils comprennent pas grand-chose. Pléonasme, là, pour le coup. Et
J'ajoute qu'il y a une géopolitique, je pense que tu pourras en parler, qui est derrière et qui est d'une puissance exceptionnelle qui fait que ces régulations, moi je les ai pratiquées, on a fait des procès TF1 contre YouTube et Dailymotion qu'on a gagné, mais ça règle rien du tout. En réalité, je pense que c'est naïf de penser que la régulation ou l'initiative politique va régler les choses et c'est pour ça que je reboucle avec ce que je vous ai dit au départ. Ben merci, extraordinaire Anthony, vous voyez, avec ce côté très subtil de faire en sorte que à la sortie vous allez tous vous ruer sur le stand de l'abeille Foraï. C'est extraordinaire, magnifique attaque de la couche cognitive, n'est-ce pas? Merci, mais c'est normal pour un double lauréat. Tariq veut réagir, et puis il faudra qu'on parle après de nos défenseurs parce que le temps passe et je ne voudrais pas qu'on oublie. Voilà. DMA, DSA, évidemment, sont des idées louables, mais aujourd'hui, les États-Unis ont dit que toute personne qui travaille sur cela travaille contre les États-Unis, et donc il y a beaucoup de lobbyistes ou d'acteurs politiques qui se posent des questions. On a un de nos hommes politiques français qui est interdit de territoire américain, Thierry Breton. Donc on voit bien que ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'abord tous les acteurs du numérique qui se sont achetés pour pas très cher une nouvelle virginité, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles aux attaques. Et là, c'est tous, hein, y compris Apple. Ils se sont dit, mais on est dans un domaine, on a changé, on n'est plus dans un domaine où le droit est régi, c'est du lobbying, c'est j'étais invité à une conférence au Moyen-Orient et quelqu'un me montre sa photo avec Trump et Musk à l'inauguration. Et en fait, ce qu'il me disait, maintenant, je fais partie du premier, deuxième cercle. J'ai accès, je peux obtenir des choses. Ils font tous ça. Vous avez vu qu'il y a eu l'équivalent d'un Conseil national du numérique aux États-Unis et qu'ils ont mis Mark Zuckerberg. Il y a tous les acteurs de la tech. Ça, c'est une première chose. Donc, je ne pense pas que les questions de régulation fonctionnent, puisque désormais, la régulation est vue par les États-Unis comme une forme d'ingérence. C'est fascinant quand on y pense. Et donc, ils vont être très, très durs. Mais il y a quand même des raisons d'espérer. La première, c'est que je pense que l'intelligence artificielle, qui est une autre bête, avec d'autres gens qui ont une vision au moins aussi illuminée que les autres. N'oubliez pas que tous ces acteurs appliquent le cours de Peter Thiel à Stanford il y a des années, qui est « Competition is for losers ». Si vous n'êtes pas un monopole et ne dominez pas 100% de votre marché, vous êtes un abruti, en gros. Donc, c'est pour ça que SpaceX fait ce qu'il fait, c'est pour ça que tous les acteurs que l'on connaît font ce qu'ils font. Ils ne sont pas là pour être un des acteurs économiques, ils sont là pour être l'unique acteur économique et tous les autres sont marginaux. Mais il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Donc, l'IA arrive et donc l'IA a rendu toute cette technologie beaucoup moins intéressante, puisqu'aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a des années, Bill Gates a découvert que les gens achetaient un PC pour installer un navigateur pour aller sur Internet. Et aujourd'hui, les gens achètent un téléphone pour installer ChatGPT ou Claude pour aller sur les outils d'IA. Donc, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce que le mobile va fonctionner? Il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante, j'en parlerai un peu plus tard à 3 heures là, dans une autre conférence sur la géopolitique, c'est que Taïwan a l'équivalent de 2 mois de réserve d'hélium. La Corée, qui produit les puces de mémoire, a 6 mois de réserve maximum. On pense qu'ils en ont moins. Et donc, on n'est même pas sûr que l'économie numérique, avec ce qui se passe en ce moment, vous l'avez bien compris, en Iran, et le fait que le Qatar, qui fournissait 30% de la production, le prix du pétrole qui va évidemment, qui monte, et une crise économique qui fait que Dixit, le président de Corée, je n'endors plus la nuit, et c'est pas le seul apparemment. Donc on est aussi dans un environnement géopolitique qui va peut-être nous obliger ces entreprises à revoir à la baisse parce que s'il n'y a plus de puces dans 3 ou 4 mois, ou qu'elles coûtent 2 fois le prix, ça veut dire que les produits gratuits de cognition vont monter. C'est pour ça que je parlais d'analog thinking. Il faut aussi apprendre à travailler en combinaison avec l'IA, parce qu'il est possible que dans 6 mois, 1 an, on ne puisse même plus payer ces produits et qu'on passe d'un sac à dos à un sac Hermès, en gros, en termes de prix. Et la troisième chose importante, c'est qu'effectivement, dans cet environnement, je pense que l'humain revient au centre. Et quand je parlais tout à l'heure d'un modèle narcissique qui ne fonctionne plus, parce que le problème, c'est qu'on parlait d'Instagram, le patron d'Instagram que je connais bien a écrit un post en disant «
Je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, si les gens ne distinguent plus la réalité d'une image sur IA d'une véritable image, en fait, les gens décrochent. Et ce qu'on voit, on voit deux choses intéressantes. Il y a une étude, alors je ne sais pas si elle a été, qui est sortie il y a une semaine, qui dirait que les LLM, au lieu de polariser, ramènent les gens vers le centre. Et la deuxième, c'est qu'on pense que l'AI slope, donc toutes ces vidéos qui étaient marrantes il y a 2 ans, vous vous rappelez, il y a Sora, quand c'est sorti, tout le monde voulait la voir. Maintenant, on l'a arrêté parce que plus personne ne l'utilise. Il y a aussi un effet on s'habitue et on se lasse. Et le problème de l'IA, c'est qu'on est peut-être arrivé à un moment où tout ce qu'on nous avait promis comme étant commercialement intéressant, les gens s'en sont lassés. Les images IA, c'est sympa de temps en temps, mais à la fin, ce qui nous plaît dans une vidéo, c'est l'histoire, ce n'est pas la technique. Et surtout, je pense qu'on revient à un modèle où toute l'économie des apps, toute l'économie du cloud, tout ce qui a existé préalablement à l'arrivée de l'IA ne va pas disparaître, évidemment, mais la valeur perçue va disparaître et qu'on ne va plus payer les mêmes choses. Moi, par exemple, depuis 3 mois, je n'utilise plus de logiciel de type traitement de texte. Je fais tout avec l'IA, il génère les PDF, les Excel, les documents. Donc, c'est un problème pour des gens comme Microsoft qui ne vivent que de ces outils. Donc, on va avoir un changement aussi qui est positif parce que beaucoup d'acteurs néfastes vont devoir se repenser, mais aussi on est dans une plongée dans l'inconnu et c'est aussi ça qui est intéressant. Et là, le cerveau n'est pas toujours prêt à ce genre de choses. Et là, je rebondis tout de suite. Oui, justement, parce Très que... rapidement. Donc je vois que ma proposition de réguler n'a pas été vraiment adoptée à l'unanimité du groupe. Donc j'ai une autre proposition à vous faire. Je suis pour la régulation, je dis juste qu'en face, ils ne le sont pas. Non, je respecte le choix, on est là pour ouvrir le débat, mais alors j'aimerais du coup solliciter l'audience. J'ai une devinette, ok, et c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense pour le défenseur. Vous êtes prêts? Je compte sur vous, hein. Alors, je suis. Alors, il prolonge la durée de vie. Il renforce la mémoire et la créativité. Il nous rend plus attirants. Il nous permet de rester minces et d'éviter les fringales. Il nous protège du cancer, de la démence. Il repousse le rhume, la grippe. Il diminue les risques de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, sans parler des effets positifs sur le diabète. Et ce remède est 100% gratuit et naturel. Je suis. Le Forum Insider. Alors oui. Entre autres. Le sommeil, exactement. Alors, et donc voilà, c'est pas cher, c'est gratuit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors c'est véridique, hein. Vous pourrez le trouver dans le livre d'ailleurs de Matthew Walker, qui est le directeur du Centre du sommeil à Stanford. Voilà, ça tombe bien. C'est une méta-étude hein, sur 11 000 études. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite entreprise qui applique ça depuis les années 90, qui s'appelle la NASA. Et la NASA a identifié que 26 minutes de sommeil par jour, donc des siestes de 26 minutes, amélioraient la performance cognitive de 34% et augmentaient la vigilance de 50%. Donc je pense que toutes les boîtes, notamment les SOC, devraient mettre des salles de sieste pour permettre une meilleure performance cognitive. Voilà. Alors, mais une nouvelle, ça. Merci Clément pour la transition. Ouais, allez-y, Lynn. Merci Clément pour la transition, puisque alors moi, dans le cadre de mon mémoire sur les vulnérabilités cognitives des cyberdéfenseurs dans la gestion de crise, j'ai découvert les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, d'Edith Pierre Perrault. Ça fait 40 ans que ça existe dans l'armée. C'est applicable aux combattants sur le terrain. Et ça repose sur des techniques de respiration, de relaxation, d'imagerie mentale. Et dans la relaxation, il y a forcément le travail sur le sommeil, le travail sur l'énergie dépensée, donc comment je dépense le moins possible quand je ne suis pas en combat, comment je dors quand je peux dormir, et comment j'apprends à m'auto-motiver aussi dans l'imagerie mentale, comment je déstresse ou comment je me motive avant le combat ou la crise. Et pour moi, ça a été la révélation. Donc je vous invite à aller voir les tops d'Edith Pierre Perrault. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on l'a commencé à l'appliquer à la SNCF sur les équipes de SOC et de CERT. Et on a commencé aussi sur la gestion du sommeil. Et franchement, c'est bluffant. Donc voilà, il peut y avoir des techniques simples. Des techniques, c'est de la formation. Hein. C'est l'approche par d'autres sciences.
Et parfois, les solutions, elles sont pas technologiques, elles sont d'ordre culturel, d'acculturation sur tous les sujets, sur les vulnérabilités cognitives. Comment arriver à savoir qu'on fait l'objet d'une attaque cognitive si on ne sait même pas ce que c'est qu'une vulnérabilité cognitive? Oui, merci. Alors, juste avant, je voudrais quand même faire un petit reproche à Clément, parce que dans la préparation, il m'avait parlé de l'otium et du scolé, et il n'en parle pas là. C'est quand même important, parce que ces mots ne disent pas grand-chose. Mais oui, un remède. Je ne voulais pas être trop pénible sur ces sujets-là, en tout cas trop philosophique. Mais alors, il y a certains philosophes qui se sont penchés effectivement sur ce qu'on appelle la scolée. Donc, dans le mot scolé, il y a école, effectivement. Et dans cette notion, il y a une notion d'apprentissage et une notion de repos et de méditation également. Et dans l'apprentissage, de manière historique, d'ailleurs, même à l'époque de Socrate, et de Platon, il faisait des pauses, et il marchait dans la rue, puis il s'arrêtait d'un coup, et c'était pour lui une manière de réfléchir, de donner du temps. Et l'apprentissage, la réflexion, elle demande du temps. Tout le contraire de l'époque d'aujourd'hui qui est l'instantanéité. Donc cette notion de réflexivité aussi, d'agentivité, c'est des notions de on a besoin de temps. Le cerveau, il a évolué au rythme de l'évolution humaine. Il n'est pas nouveau, il faut le protéger avec des temps de repos, des temps de relaxation, mais la réflexion, elle se fait sur le long terme. On parlait d'esprit critique. Pour cultiver l'esprit critique, il faut se déconnecter, il faut lire, il faut savoir s'ennuyer. Aujourd'hui, on a un outil dans la poche qui est absolument contre l'ennui. Il est antisocial aussi, parce que finalement, on est dans un ascenseur, on ne veut pas parler aux gens, on va prendre son téléphone. Il faut se libérer du temps de réflexion, du temps profond où on va, alors sans dire même de méditation, mais cette notion est philosophique, elle est très ancienne et je pense qu'il faudrait qu'on retrouve une notion de plénitude. Et juste pour citer une référence, il y a Byung-Chul Han, qui est un philosophe coréen, et lui parle de société de la fatigue. Il a écrit ce livre où on est dans une société de l'hyperstimulation, où on doit être la société de la performance. Et il dit qu'il faut qu'on arrive à l'opposé en fait, parce que ça forme aujourd'hui des névrosés, des stressés. Il faut qu'on arrive à un temps justement où on reprend le plaisir de l'existence. Voilà, donc un petit peu d'épicurisme aussi pour aller avec la sieste. Vous allez vous dire, attends, le mec il propose quoi? Dormir et bien bouffer. Oui, et je pense que c'est un des meilleurs remèdes contre les attaques cyber. Voilà. En fait, il faut cultiver notre jardin. Alors, écoutez, le temps passe. Allez, je vous donne à chacun 1 minute pour conclure, dire ce que vous n'avez pas pu dire, ce que vous voulez dire. Alors, Guy-Philippe, c'est 1 minute. Chrono. Ça va être dur. Alors, juste pour être un petit peu contradictoire avec le reste, voilà. Oui, le sommeil, c'est super, c'est chouette. Mais si on parle de développement de l'esprit critique, il faut des exercices de développement de l'esprit critique. Je donne un exemple d'un environnement déjà totalement automatisé depuis 15 ans, le cockpit d'avion. Les pilotes dans l'aviation civile, et en particulier depuis l'accident 2009 du Rio-Paris, ont compris qu'effectivement, on ne peut pas s'en remettre totalement à un environnement totalement automatisé. Et donc, ils passent une très large partie de leur temps, alors j'espère à dormir, mais aussi à se préparer dans des exercices de simulation qui peuvent être très avancés, d'où l'importance d'avoir des technologies, comprenant par exemple de l'IA et autres, qui simulent l'environnement pour justement être capable de reprendre le contrôle, maintenir leur exercice critique, comprendre qu'est-ce que c'est que ce bidule d'un truc qui vole dans les airs. Vraiment. Et parfois, d'ailleurs, d'être obligé de réagir juste avec un papier et un crayon. Donc on voit qu'en réalité, il faut dormir, mais il faut beaucoup travailler. Il faut réfléchir par soi, mais on doit aussi utiliser des outils pour nous aider à identifier les informations et à réfléchir. Donc la réalité, c'est qu'on est en train de devenir des cyborgs. Et il va falloir apprendre à être des bons cyborgs. Ah bon, alors, Sandrine, un mot qui veut dire encore un mot? Un mot, 30 secondes, même moins. On peut être intelligent et vulnérable en même temps. J'aimerais bien qu'on décorrélère. Débrouillez-vous avec ça. Vous allez y arriver tout seul. Ne soyez pas en colère. Il faudrait qu'on mette dans la tête qu'à chaque fois qu'on entend des gens qui se font attaquer, déjà, c'est pas parce qu'ils sont nuls. Déjà. Et deuxième chose, si vous avez des gens qui sont attaqués autour de vous, surtout, ne vous foutez pas de leur gueule. Parce que les pauvres, ils subissent des choses extrêmement complexes, je pense, en interne. Donc, la prochaine fois que vous aurez dans vos entreprises des gens qui ont malheureusement cliqué sur le lien qu'il ne fallait pas, soutenez-les plutôt que de leur faire comprendre qu'ils ont été bêtes.
Merci. Tariq et après Émilie. Ah oui, Tariq, Moi, je dirais que, je pense que cette année va être l'année la plus disruptive qu'on a connue de notre vivant. Il se passe beaucoup de changements à tous les niveaux, géopolitiques, technologiques et autres. On arrive maintenant au point où tout va basculer et qu'on n'est pas forcément prêt intellectuellement, émotionnellement à l'accepter. Et donc, il va falloir travailler à la fois à s'améliorer, à comprendre les outils, mais aussi à accepter qu'on rentre dans un grand n'importe quoi, j'appelle ça le big shift, et qu'on va devoir se préparer mentalement à cela. Voilà. Émilie. Moi, je voulais citer une grande philosophe que j'aime beaucoup, qui est Hannah Arendt, et qui, je pense, a assez bien résumé la situation. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit en rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Très bien, c'est une belle citation. Anthony? Non, je pense que je vais laisser le mot de la fin à Émilie. Lynn, peut-être un mot? Non? Écoutez, mesdames et messieurs, mes chers amis, je crois que vous avez assisté à un philosophique, je crois, dynamique. Comme je dis, on savait d'où on partait, on savait pas où on est arrivé, on y est arrivé. Et l'objectif de philosophique, c'est comme un dîner d'amis, vous voyez. Bon, sauf que quand je réunis des amis, en général, je ne mets pas d'eau, je mets plutôt du Bourgogne, n'est-ce pas? Et des côtes du Couchois, pour ceux qui connaissent. Donc, mais voilà, c'est l'esprit de cet échange entre nous. Et vous voyez que c'était un échange passionnant. J'espère que ça va vous a passionné. Et si vous voulez encore de la passion, ici, à 14h, on va parler de territoire, on va parler de l'innovation, de la réindustrialisation, comment le territoire est un terreau pour le renouveau collectif et collaboratif. Chers amis, à tout à l'heure, si vous voulez bien.